Concevoir une prothèse à jointe partielle et réaliser le tracé de la plaque, qu'on appelle aussi châssis métallique, c'est parfaitement connaître les indications des éléments constituant cette prothèse à jointe partielle. Concevoir une plaque métallique, c'est donc définir son quadrilatère d'équilibre, gérer la dépressibilité de l'appui muqueux, connaître les mouvements induits sur la dent par les crochets ou attachements, c'est connaître l'indication des différents fraisages, préparations pelliculaires et choisir les crochets et attachements, et parfaitement connaître les impératifs de tracé de plaque. Nous allons commencer par le quadrilatère d'équilibre. Nous voyons ici un châssis réalisé selon un quadrilatère d'équilibre dit denté, c'est-à-dire qu'au niveau de 34, 44 et du secteur molaire du secteur 4, nous avons déjà 3 points d'appui. Sur le secteur 3, nous avons en distal une racine qui a été couverte d'une coiffe sur laquelle viendra s'appuyer notre prothèse et qui va nous permettre d'avoir un 4e appui. Nous avons donc bien ici un quadrilatère d'équilibre qui est dit denté et qui va avoir la même possibilité d'appui, de sustentation sur ces 4 appuis, puisque les ligaments auront à peu près la même dépressibilité. La stabilité de ce quadrilatère d'équilibre se mesure autour de 2 axes. Un axe frontal, que l'on voit qui est représenté par une flèche dans le plan frontal, et avec une flèche violette autour de laquelle pourrait tourner cette prothèse dans le sens antéro-postérieur. Et ensuite, nous devons avoir une stabilité suivant l'axe sagittal, qui est représenté ici toujours par cette flèche noire, avec une flèche jaune, pouvant montrer les mouvements possibles autour de cet axe. Ce cas clinique particulier montre la possibilité d'avoir 3 appuis dentés, un au niveau de la 34, le deuxième au niveau de la 45 et de la 47, 45 et 47 étant les piliers d'un bridge. La connexion de la prothèse va se faire au niveau de l'inter, c'est-à-dire de la 46. Nous avons donc bien 3 points d'appui limitant les mouvements autour des 2 axes frontaux et sagittaux, mais il nous manque un 4e pied d'appui de table. Ce 4e pied de table, ce 4e point d'appui, il est représenté par l'ensemble de la crête, qui est une crête libre, qui n'est pas encastrée, et c'est une technique d'empreinte liée à une mise en condition des tissus qui va permettre de limiter le mouvement de la prothèse autour de l'axe tracé en pointillé bleu. Cet axe en pointillé bleu est un axe d'instabilité, de rotation d'instabilité. C'est pour ça que nous appelons ce quadrilatère d'équilibre un quadrilatère d'équilibre dit mixte. C'est-à-dire que nous avons à la fois un appui muqueux et à la fois un appui denté. Sachant que la dépressivité de la muqueuse et celle de ligament n'est pas la même, nous allons avoir un léger renfoncement de la prothèse et donc une certaine instabilité qu'il va falloir gérer. La dépressibilité de l'appui muqueux est liée au fait que les liquides interstitiels sont contenus dans des parois, des fibromuqueuses, et que ces fibromuqueuses sont plus ou moins élastiques et vont faire que ces liquides interstitiels peuvent se déplacer. La dépressibilité est donc une caractéristique d'une muqueuse, mais ne mesure pas un enfoncement. Nous pouvons mesurer l'enfoncement d'une prothèse sur une muqueuse donnée, avec une dépressivité donnée, pour une charge donnée sur cette prothèse et avec une surface donnée de cette prothèse. Pour pouvoir gérer cet enfoncement lié à la dépressibilité de l'appui muqueux, il nous faudra soit avoir une technique d'empreinte qui éventuellement puisse la mesurer, cette dépressibilité, ou alors, lors de la pose, prévoir une technique de rebasage permettant de recharger, entre guillemets, l'intrado prothétique afin de stabiliser la prothèse.
Nous voyons donc qu'il est indispensable de limiter la dépressivité tissulaire afin de limiter l'enfoncement au niveau de l'appui muqueux. Pour ce faire, nous devons utiliser des techniques soit de mise en condition tissulaire à l'aide de prothèses de transition, sous laquelle se trouvent des résines molles qui sont mieux acceptées par les tissus, qui vont permettre une cicatrisation, qui vont permettre un remodelage de ces tissus, soit beaucoup plus simplement et beaucoup plus suffisamment dans beaucoup de cas, il suffit simplement d'un brossage, d'un massage gingival, 1-2 minutes par jour, de telle manière à ce que l'on ait une hyperkératose qui permette à la muqueuse de ne pas être sensible aux agressions extérieures, et ensuite qui permette aussi d'avoir une meilleure fibromuqueuse. Ce qui fait que la muqueuse étant parfaitement saine, elle sera très peu dépressible. Nous pouvons voir sur ce modèle qui est représenté 2 fois, avec et sans la prothèse, nous pouvons voir qu'il est constitué de 2 plates. La partie dentée a été prise dans une empreinte adjunate, c'est une empreinte dite primaire, qui a permis de réaliser le châssis. Ensuite, dans un deuxième temps, à l'aide de ce châssis et de celles porte-empreinte, nous avons réalisé une correction du modèle, c'est-à-dire nous avons repris une empreinte dite anatomo-fonctionnelle ou empreinte secondaire. Le but de cette empreinte est de rechercher le maximum de surface sans pour cela nuire à la stabilité de la prothèse du fait du jeu musculaire, c'est-à-dire que nous allons enregistrer ce jeu musculaire et nous allons nous tenir à la limite de ce jeu musculaire. D'autre part, nous allons rechercher le maximum de longueur de la selle en venant nous englober les trigones rétromolaires afin de limiter les effets scoliodontiques au niveau des dents. Nous avons donc une deuxième empreinte et ce modèle est issu d'une empreinte primaire et d'une empreinte secondaire. Le troisième élément lorsqu'on conçoit une plaque, c'est de gérer les mouvements induits sur la dent ou parfois de l'implant, support, d'attachement ou de crochet. Sur ce schéma, les cylindres jaune paille représentent les dents naturelles. Le cylindre un peu plus foncé représente un élément de prothèse fixée, tel qu'une couronne, avec une flèche rouge qui représente une attache fixe, type glissière, type crochet avec fraisage. Nous voyons des surfaces jaunes qui représentent les dents du commerce, une prothèse adjointe partielle avec une muqueuse et un os mandibulaire et un os maxillaire. Lorsque le patient déglutit, nous avons une répartition des charges occlusales qui fait que normalement la prothèse adjointe partielle va à peine s'effacer et qu'il n'y aura quasiment pas de rotation, c'est-à-dire d'effet scoliodontique sur la couronne. Il est possible de vérifier cette répartition des charges occlusales en faisant mordre le patient sur les dents résiduelles, sur les dents naturelles du patient, sur un papier très fin, par exemple un papier minol de 7 microns. Il doit pouvoir pincer avec ses dents naturelles ce papier au niveau des prémolaires et des molaires. Par contre, il doit aussi pouvoir pincer ce papier au niveau toujours des prémolaires et des molaires, au niveau de sa prothèse partielle et des dents du commerce. À ce moment-là, nous avons une bonne répartition des charges occlusales. C'est-à-dire que nous avons à ce moment-là un équilibre occlusal satisfaisant. En aucun cas, cet équilibre occlusal n'induira de mouvements significatifs autour de l'hypomobilion, de la dent support de couronne et de l'attache fixe. Sur le même schéma que précédemment, si nous interposons en occlusal soit un bol alimentaire ou soit un contact prématuré, nous allons provoquer un enfoncement de la prothèse adjointe partielle. Cet enfoncement va être limité par la dépressibilité du ligament, du desmodonte, d'une part en mésial et en distal par l'extrémité distale de la prothèse adjointe partielle. Ce qui veut dire au passage la nécessité de spatuler et d'arrondir parfaitement cette extrémité. Cette extrémité, en fonction de la dépressivité du tissu, va à un moment donné, quelle que soit la force appliquée, devoir s'arrêter. Et arrêter donc la rotation de la dent support de crochet ou d'attachement autour de son hypomobilion.
Nous avons donc à ce moment-là un effet scoliodontique qui est limité à un angle alpha. Nous remarquons que si nous divisons par 2 la longueur de la prothèse, la nouvelle extrémité distale va pouvoir à son tour continuer à s'enfoncer, puisque nous avons la même dépressibilité, et elle va s'enfoncer d'autant que nous aurons une double rotation, c'est-à-dire nous aurons un angle de 2 alpha, un angle scoliodontique sur cette couronne de 2 alpha. Ce qui veut dire que plus une prothèse est longue et moins elle est dangereuse pour la dent. Support d'attachement ou de crochet. Il est à noter que la surface de la selle prothétique est aussi importante, puisque plus cette surface est grande et moins l'enfoncement sera possible. Certaines écoles ont voulu avoir des systèmes d'attache qui soient par exemple à charnière ou à résilience, qui permettent un mouvement différent au niveau de la dent support de couronne ou d'attachement et de la prothèse partielle. En fait, il s'avère que ces systèmes s'avèrent être beaucoup plus dangereux qu'un système fixe parce qu'ils créent des micro-mouvements qui sont préjudiciables au desmodon de la dent et qui font en fait un mini-mouvement de Davier. Nous remarquons donc que si nous voulons limiter l'enfoncement de notre prothèse, il va falloir augmenter au maximum la surface de sustentation. Ceci est particulièrement vrai à la mandibule où les surfaces d'appui sont faibles. Par contre, au maxillaire, cela est nettement moins vrai. Nous avons une grande surface au niveau du palais, nous avons des appuis au niveau des tubérosités qui sont importants. Et le fait d'aller rechercher une surface un tout petit peu plus grande n'augmente sensiblement pas la surface de manière suffisante à limiter mieux l'enfoncement d'une prothèse. C'est pour cela que nous prendrons en général des empreintes anatomo-fonctionnelles ou dites secondaires pour vérifier jusqu'où nous pouvons aller dans le vestibule sans gêner le jeu musculaire, essentiellement à la mandibule. De même, nous avons remarqué aussi qu'une selle longue est bien moins préjudiciable à une dent support de crochet. Ce qui veut dire que pour un édentement donné, nous allons rechercher un appui le plus postérieur au niveau du trigone, même si celui-ci n'est pas de très bonne qualité, même si celui-ci n'est pas d'un très bon appui, au moins il permettra de limiter l'enfoncement de l'extrémité distale de la selle. En conclusion, il nous faut d'une part préparer nos surfaces d'appui par une mise en condition tissulaire et deuxièmement avoir une très bonne technique d'empreinte, particulièrement au niveau de la mandibule. Ce qui est tout à fait réalisable avec une dent, du fait qu'elle est liée à l'os par un ligament et qu'elle a une légère possibilité de mobilité, n'est pas du tout réalisable avec des implants. En effet, les implants sont réalisés en titane ou en alliage de titane et ils supportent mal le travail en flexion. Particulièrement, les essais en fatigue montrent qu'en flexion, très rapidement, on peut avoir des ruptures. Aussi, il est important de multiplier les implants lorsque l'on veut faire une prothèse partielle et augmenter le nombre de ces implants, le minimum étant de 2. Nous voyons que dans les schémas qui nous sont présentés sur cette diapositive, nous voyons très bien que lorsque nous avons 2 implants A et B, la rotation ne se fait plus au niveau de l'implant mais entre les 2 implants, ce qui fait qu'un implant travaille en traction et l'autre implant travaille en compression. Le titane préfère bien mieux travailler en traction et en compression. Néanmoins, il faut savoir que le caractère fixe dans l'os à l'échelle de nos prothèses est quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans la réalisation de prothèses partielles liées à des structures implantaires.
L'idéal, lorsque l'on positionne des implants, serait d'avoir une double convergence, ne serait-ce que de quelques degrés, suivant deux plans. Ce qui ferait que nous aurions plus besoin, à ce moment-là, nous aurions plus cet effet de flexion, puisque les implants travailleraient systématiquement en traction-compression. L'idéal encore, le mieux, ce serait encore d'avoir, comme pour un tabouret, 3 implants, c'est-à-dire 3 pieds de tabouret, ce qui fait qu'à ce moment-là, nous aurions un polygone de sustentation avec des implants qui travaillent essentiellement en sustentation, c'est-à-dire en compression. Le quatrième point dans la conception d'une plaque métallique, c'est de parfaitement connaître le rôle et les indications des fraisages, des préparations pelliculaires nécessaires pour les crochets et les attachements. C'est-à-dire comment choisir ces attachements, poser les indications de ces attachements ou de ces crochets. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps montrer quelques plaques et définir, nous habituer à une certaine terminologie. La photo en haut montre une prothèse réalisée. Elle est composée d'un châssis métallique qui est relié à une selle par la grille, qui est relié à une selle en résine qui supporte des dents du commerce avec une surface occlusale métallique, avec des surfaces occlusales métalliques. En bas et à gauche, un châssis métallique nu, avant que la prothèse partielle soit réalisée. Vous voyez que ce châssis est composé d'une plaque palatine qui est pleine, qui s'arrête au niveau du couloir prothétique par un arrêt de plaque qui se continue ensuite par une grille. C'est-à-dire que la limite entre la grille et la plaque pleine se trouve être le couloir prothétique, puisque les dents vont être supportées par la grille, et cette limite s'appelle un arrêt de plaque parce qu'il y a une petite marge permettant d'avoir une certaine épaisseur à la résine afin d'être sûr qu'elle ne se fracture pas. Sur la diapositive en bas et à droite, nous remarquons une petite plaque qui elle aussi est représentée par une plaque pleine au niveau du palais, un arrêt de plaque, une grille au niveau des crêtes. On peut voir un crochet avec un bras de crochet d'origine salaire sur le secteur 2. Et sur le secteur 1, on peut voir un système de connexion très puissant avec un bridge. Ce qui fait que, en fait, cette plaque se trouve être stable dans les deux plans sagittal et frontal. Cette nouvelle plaque ce nouveau châssis métallique mandibulaire nous montre dans la zone antérieure une barre qui s'appelle une barre linguale et qui est un élément de liaison entre les deux secteurs. Cette barre linguale se continue par une grille au niveau de la crête. Et nous voyons à la limite un arrêt de plaque. Et là aussi, c'est une marche qui permet d'avoir une certaine épaisseur à la résine afin qu'il n'y ait pas de microfracture de cette résine. D'autre part, on peut remarquer aussi sur la molaire un crochet particulier puisqu'il a un appui occlusal en mésial et que la rétention se trouve être elle aussi en mésial. Ce crochet circonférentiel d'origine occlusale s'appelle un crochet à action postérieure. Là, nous pouvons remarquer plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons un crochet numéro 1, appelons-le un crochet de base, constitué d'une potence, d'un appui occlusal, d'un bras de rétention et d'un bras de réciprocité qui ceinture parfaitement la dent. Nous pouvons remarquer que la potence a une largeur relativement importante, c'est-à-dire qu'elle va effectivement quasiment de la pointe de cuspide linguale à la pointe de cuspide vestibulaire. D'autre part, cette potence descend le long d'un plan guide en mésial de la molaire, mais ne vient pas au contact de la muqueuse. Cette potence se continue par la grille qui elle-même est espacée de la muqueuse afin de permettre d'avoir de la résine en contact avec la muqueuse, mais c'est certainement pas la grille qui est en contact avec la muqueuse. D'autre part, la potence ainsi ne viendra pas léser l'anneau gingival en mésial de cette couronne. Nous voyons sur la photo centrale l'intrado d'un crochet de base, où on voit parfaitement le crochet de réciprocité, le bras de réciprocité qui est puissant, qui est large, le bras de rétention qui est un peu plus fin, qui est plus flexible, et l'appui occlusal.
En bas et à droite, eh bien, nous avons une vue d'ensemble de ce châssis avec une barre linguale, des grilles, des crochets, le fameux crochet numéro 1 sur la molaire, un crochet d'origine sellaire qu'on appelle un crochet de roche sur la 44, la griffe qui se trouve en mésial n'est qu'une griffe qui permet de stabiliser parfaitement la prothèse lors des empreintes et lors des montages des dents et des essayages. Cette griffe sera ensuite coupée. Nous voyons sur ces 3 photos un crochet dit de roche. C'est un crochet d'origine sellaire puisque son bras part de la selle. Ce bras, il a un mouvement sinusoïdal qui en fait permet artificiellement d'allonger ce bras et de lui donner une certaine flexibilité. C'est pour ça qu'il devra rester libre et que la résine en aucun cas doit l'immobiliser. On peut remarquer que ce crochet de roche vient ceinturer la dent au niveau d'une ligne guide et qu'il n'y a qu'une de ses extrémités, qui est l'extrémité distale, qui vient sous la ligne guide dans l'espace, dans la contre-dépouille à 0,25 mm. D'autre part, on peut remarquer que du côté lingual, il y a une contrepartie, il y a une réciprocité à ce crochet. Et c'est quelque chose d'important. Il n'existe pas de crochet actif sans réciprocité. Ces photos nous montrent le détail d'une barre linguale. Cette barre a une section en demi-jonc. On peut remarquer en haut sur la photo à droite qu'il y a un espace entre la barre linguale et la muqueuse, et donc cet espace a été réservé par une feuille de métal qui a été placée. On peut donc remarquer aussi que l'intrados de cette barre linguale est plat puisqu'il s'agit d'un demi-jonc. Du fait de sa section en demi-jonc, la rigidité de cette barre, qui est absolument nécessaire, sera augmentée essentiellement en épaisseur. En effet, en multipliant par 2 l'épaisseur de ce demi-jonc, de cette barre linguale, nous allons multiplier par 4 la rigidité. Alors que le fait d'augmenter la largeur de la barre de 2, en multipliant par 2 cette largeur, nous allons simplement multiplier la rigidité par 2. Cette barre linguale, donc, est distante de la muqueuse et il faudra prévoir, comme pour les grilles, un espace entre la muqueuse et ces éléments. Remarque, les griffes dans la zone antérieure ne sont là que pour finir la prothèse et maintenir la prothèse en attendant qu'elle soit complètement terminée. Ces photos nous montrent les volumes et le dessin de différents éléments constituant une plaque. Il est intéressant de noter la forme d'une potence, la façon dont elle se connecte à une barre linguale, la forme et le dessin d'un arrêt de plaque. Il est aussi à noter la façon dont un appui singulaire est formé et s'organise autour et du cingulum et de la ligne de transition. Comme en bas, il est aussi à noter la largeur de certaines potences lorsqu'on a besoin de connexions très puissantes. On peut remarquer sur ce cas, sur le secteur 1, une plaque décolletée avec une plaque pleine, une grille, un arrêt de plaque. Et sur le secteur 2, une plaque dite pleine, c'est-à-dire qu'elle revient recouvrir les dents directement en partant du palais. Par contre, elle ne vient pas du tout s'appuyer sur l'anneau gingival et elle ne vient pas comprimer la muqueuse à au moins 4 ou 5 ou 6 mm du collet de ses dents. Sur les photos du bas, on remarque sur la photo en bas et à droite, c'est-à-dire au niveau de la 15, le décolletage, l'arrêt de plaque, la grille, un attachement qui se trouve en distal de cette 15 et un petit bras qui vient se mettre dans un fraisage qu'on appelle un fraisage associé. Sur la photo qui est en bas et à gauche,
On remarque un fraisage qui reçoit un bras de réciprocité d'un crochet cavalier qui passe en vestibulaire, un attachement qui se trouve dans la cuspide palatine de la 25 et ensuite une surface guide organisée au niveau de la 24. Vous voyez donc qu'il y a des possibilités de multiplier et d'organiser différents systèmes d'attache. Il est évident qu'il est absolument nécessaire pour cela d'avoir un seul et unique axe d'insertion et que cela soit évidemment parfaitement et très rigoureusement fait. On voit ici le maître modèle avec ses mises de dépouille réalisées au laboratoire, avec des cires d'espacement au niveau de la grille, de la barre linguale, des potences. Ce maître modèle ainsi préparé, en fait, le prothésiste a repris une empreinte de ce maître modèle, l'a coulé en plâtre à revêtement, ce qui fait que nous avons un nouveau maître modèle avec la forme de ces mises de dépouille et de ces feuilles d'espacement. Et le maquettage a été réalisé sur ce nouveau maître modèle en plâtre en revêtement. Ensuite, le maquettage et le modèle entier est mis en cylindre. La coulée est réalisée. Puis, le cylindre est cassé. Le modèle en revêtement est cassé. Le châssis est récupéré. Les tiges de coulée sont coupées. Le châssis alors est descendu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les petites imperfections de coulée afin qu'ils se mettent parfaitement sur le maître modèle que vous avez envoyé chez le prothésiste. Le prothésiste ensuite passera à la vapeur ce maître modèle pour enlever tout ce travail de préparation qui a été fait, mise de dépouille, etc. et vous livrera ce châssis sur un maître modèle propre.